Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est votre plateforme de débat dominical sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. Des duels ou des duos pour décrypter les faits majeurs de la semaine. Au menu ce soir, éducation, l'école de tous les dangers. Après le drame du 29 mars dernier au lycée bilingue de Deido dans le littoral où un élève avait poignardé son camarade à mort, ce mercredi, c'était au tour du lycée classique de Nkolbison dans la région du centre de défrayer la chronique dans le même registre. Boris Kelvin Tchakounté, enseignant de mathématiques, est passé de vie à trépas après avoir reçu 2 coups de couteau de son élève. En écho, toujours cette semaine, mais cette fois au lycée d'Obala, un élève blessé par son camarade perd une partie de sa main. Ces événements macabres s'ajoutent au comportement déviant et au trafic de drogue et de stupéfiants qui montent en puissance dans nos établissements scolaires aux effectifs pléthoriques. L'école est-elle devenue un haut lieu d'insécurité? Scène de Presse ouvre le débat. Mais avant, nous parlerons de la CAN 2021. Les dates sont connues. Ce sera du 9 janvier au 6 février 2021, ici au Cameroun. Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, l'a annoncé au cours d'une visite de 3 jours au Cameroun cette semaine. Où en est notre pays dans la préparation de cette compétition? Nos invités en parlent tout de suite. Et lorsque je parle de nos invités, il s'agit du professeur Félix Zogo, qui est le secrétaire général du ministère de la Communication. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir Lucrèce, bonsoir. Bienvenue sur le plateau et meilleurs vœux pour l'année qui commence. Merci beaucoup, à vous autant. Alors, en face de vous, Jean-Paul Tchomdou, qui est expert en communication. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Scène de Presse. Bonsoir Lucrèce et merci de votre invitation. Alors, professeur, vous avez la parole. La CAN aura bel et bien lieu au Cameroun, mais ce sera en janvier et non plus en juin comme initialement annoncé. Est-ce une bonne nouvelle en tout point de vue? Peut-être une bonne nouvelle, certainement une bonne nouvelle, puisque de toute façon c'est une décision de la CAF, une bonne nouvelle parce que la météo en janvier, février dans notre pays est propice à ce genre à l'exercice de ce genre d'événement. Bonne aussi parce que c'est un exercice auquel nous étions déjà habitués en Afrique. La CAN avait toujours été organisée au cours de cette même période. Nous avons connu l'expérience de l'Égypte avec juin et juillet. Nous revenons cette fois-ci à janvier, février. Donc, en cela, j'avais envie de dire, dès lors que la CAF souhaite que cela se passe ainsi, eh bien, nous acceptons que cela se passe ainsi, dans la mesure où cet événement appartient quand même à la CAF. Alors, donc, selon nos collègues de la presse écrite, la décision a été arrêtée de commun accord entre la CAF et le COCAI. Voilà, c'est tout à fait cela qui s'est passé. Et cette décision sera entérinée en février prochain lors d'une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Jean-Paul Tchomdou, le délai de janvier n'accentue-t-il pas la pression? Évidemment, Lucrèce, je voudrais dire que j'apprécie cette décision à 2 niveaux. Premier niveau, en tant que Camerounais, je me réjouis de ce que les dates aient été arrêtées, ce qui montre que le Cameroun va organiser sa CAN, en tout cas, que la CAF, pour le moment, fait confiance au Cameroun. Mais le deuxième niveau est celui de la pression que cela entraîne, justement, pour répondre à votre question. Alors, vous savez, en janvier, les budgets sont bouclés, donc les entreprises ont bouclé les budgets, l'État a bouclé le budget, et en ramenant la CAN, cela oblige les entreprises à se réasseoir, les conseils d'administration à se tenir, afin d'intégrer cet élément. Peut-être en tenir compte avant. Ah oui, le lancement du budget, c'est en janvier généralement. Mais sauf que les budgets sont bouclés. Dès le 1er janvier. Les budgets sont bouclés. Il faut que les conseils d'administration pour les entreprises privées reviennent et peut-être qu'il y aura une modification de la loi des finances parce que je ne vois pas avec quelle alchimie les budgets 2021 seront opérationnels en janvier 2021. Donc, et au niveau des travaux, au niveau des infrastructures, la pression est
est accrue. Donc, il faut que les entreprises se mettent à jour, que l'État accentue, n'est-ce pas, rapidement les travaux à faire pour que nous puissions tenir ce rendez-vous. Alors, nous allons revenir sur les infrastructures tout à l'heure. Professeur Zogo, la CAF est confiante. Comme le disait Jean-Paul Tchomdou il y a quelques instants, jusqu'à présent, la CAF fait confiance au Cameroun. Donc, la CAF est confiante, mais pourquoi les Camerounais restent-ils si dubitatifs? Bien, enfin, j'allais dire, chat échaudé a peur de l'eau froide, peut-être, mais je pense qu'ils n'ont pas tout à fait raison de se poser des questions. Il est bon qu'ils se posent ces questions. Ça prouve que les Camerounais sont intéressés à ce que leur pays organise cette compétition dans les meilleures des conditions. Jean-Claude Tchomdou le disait tantôt, le fait d'avoir ramené cet événement à 6 mois plus tôt, forcément et objectivement, exacerbe la pression sur les préparatifs. Nous avons 6 mois quand même qui sont absorbés et 6 mois pendant lesquels on avait escompté qu'on aurait pu finaliser, tirer sur les dernières ficelles. Maintenant, il va falloir Pourquoi le avoir faire. attendu ces 6 mois, étant donné qu'on a eu, on va dire ça comme ça, une sorte de rallonge, il y a eu ce glissement de date? Oui, mais vous savez que ce glissement de date aussi devait j'allais dire entraîner un glissement de pression même financière. Dans la perspective de 2019, il y a une pression qui avait été exercée sur les entreprises pour qu'elles aient à accélérer les travaux, qui a elle-même une conséquence sur les coûts de ces travaux, et donc on a dû desserrer un tout petit peu les taux sur ces délais pour faire en sorte que les coûts, vous savez, lorsque vous demandez à une entreprise d'accélérer, eh ben, elle accélère et cela provoque une augmentation de coûts. Dès lors qu'on avait glissé sur 2 ans plus tard, il fallait laisser la trésorerie de l'État souffler un tout petit peu, dont les travaux ont recommencé à se dérouler à un rythme normal. Mais qu'à cela ne tienne, à l'heure à laquelle nous sommes, vous avez dit qu'on parlera des infrastructures tout à l'heure, il y a tout simplement lieu de prendre conscience de ce que nous ne devons pas baisser les bras et nous devons continuer, j'allais dire même encore accroître, n'est-ce pas, nos énergies pour pouvoir mériter la confiance que la CAF place dans les institutions camerounaises et en tout cas dans toutes les structures qui sont chargées de mener cette opération. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les Camerounais. Vous disiez tantôt, Chat Échaudé craint l'eau froide. Jean-Paul Tchomdou, comment construire l'adhésion totale des Camerounais autour de cette compétition? La grande problématique, vous savez, la CAN a plusieurs niveaux de marketing. Vous avez le marketing de la CAN en tant qu'événement qu'il faut vendre aux annonceurs. Vous avez le marketing pays qu'il faut vendre aux potentiels investisseurs qui pourraient venir au Cameroun. Vous avez l'adhésion de la population du Cameroun. On organise la CAN au Cameroun. Il faut bien que les Camerounais adhèrent, que les Camerounais, puisque c'est eux qui vont participer à la réussite de la CAN à travers l'accueil qu'ils vont réserver aux différentes délégations qui vont venir. Moi, je suis un professionnel de la communication. Même si elle ne peut pas tout faire, elle peut contribuer à susciter l'adhésion. Et on regrette simplement que depuis l'annonce de la CAN, que le gouvernement n'ait pas pris des dispositions pour que les professionnels qui auraient pu travailler pour provoquer l'adhésion des Camerounais puissent travailler. La première des choses, on n'a pas l'impression que le Cameroun va organiser la CAN. Vous savez, on a eu des campagnes de publicité qui à un moment s'arrêtent. Mais avec un événement comme celui-là, il lui fallait mettre en place une vraie stratégie permanente qui permettrait d'informer les gens, on va dire tous les mois, tous les 2 mois, et puis surtout de montrer l'évolution. Donc les Camerounais n'ont pas beaucoup d'informations sur la CAN. Alors nous avons en face... À partir de ce moment-là, c'est difficile pour eux d'adhérer. Alors juste en face de vous, le secrétaire général de la communication, peut-être peut-il nous donner une explication sur... Je ne vais pas parler de blackout, mais sur cette quasi-absence de communication autour de cette compétition. Non, je voudrais tout tout moins de suite... pour ce qui est de l'avenir aux populations. Et je voudrais tout de suite rassurer Jean-Claude qu'il a parfaitement raison. Parce que la CAN en elle-même est un produit. Ce n'est pas seulement un produit sportif ou footballistique. C'est un produit qui vectorise, qui porte un certain nombre d'effets positifs sur ce qu'est
entre autres, bien sûr, le football a son bénéfice à tirer de cela, mais sur ce qu'est le Cameroun qui accueille la CAN. Et c'est une opportunité exceptionnelle. Nous avons organisé cette CAN en 1972. C'est en 2021 que nous organisons la seconde. C'est pour dire que, eh bien, ce n'est pas tous les jours qu'on organise une CAN dans un pays. Ça fait 48 ans. Oui, ça va faire 49 ans. 49 en 2021, ça va faire 49 ans. Et Jean-Claude Chamdou a parfaitement raison de dire que il faut saisir cette opportunité-là. Alors, que fait le ministère de la Communication pour saisir cette opportunité? Oui, je dois vous dire, je ne voudrais pas trahir ici les secrets de ce qui pourrait arriver. Je pense que le gouvernement en a pris conscience. Ce n'est pas facile de faire comprendre dans l'establishment institutionnel et administratif l'importance de la communication et du marketing pour un événement comme celui-là. Nous avons, et le Premier ministre en a eu conscience, qui a, j'allais dire pour la première fois, alloué des ressources pour que les professionnels du marketing, les professionnels de la communication soient appelés pour réfléchir avec le gouvernement sur la meilleure manière de présenter ce Cameroun. Pas seulement la CAN, parce que vous savez, la CAN, il faut montrer les infrastructures, il faut montrer les infrastructures hôtelières, etc. Mais le plus important, c'est quel est ce Cameroun aujourd'hui qui accueille la CAN. C'est cette problématique qui va être mise sur la table dans les semaines qui viennent, mais avec les professionnels du marketing, les professionnels de la communication, ceux qui sont vous savez, l'administration n'est pas faite pour faire l'opérationnel. Il y a des gens qui sont là, dont le métier, c'est cela. Il faut travailler avec eux et nous allons travailler avec eux pour trouver les meilleurs moyens possibles de le faire. Oui, mais je voudrais juste dire que non, il ne s'agit pas d'interpeller le ministère de la Communication. La CAN évolue en mode projet. On va dire que la CAN, c'est le ministère des Sports qui est aujourd'hui responsable de la CAN. Simplement, il faut se dire que je vous parlais tout à l'heure d'un certain nombre de métiers que la CAN va mobiliser. Alors, on a des ministères qui sont directement impliqués dans l'organisation de la CAN, ou alors indirectement. Vous avez des ministères comme le ministère du Tourisme, qui va bénéficier de la CAN, vous avez le ministère de Sport, le ministère de la Culture. Au niveau de la stratégie gouvernementale, il était important, pour ma part, pour les professionnels, que tout cela soit intégré. On ne peut pas demander au ministère de la Communication de mettre en place une stratégie de com pour la CAN à partir du moment où, même sur le plan budgétaire, je ne pense pas qu'il y ait une ligne au niveau du ministère de la Communication CAN. Donc, c'est une organisation professionnelle qui aurait dû être mise en place de telle sorte que les actions des différents ministères concourent, exactement, soient coordonnées. Alors, monsieur, c'est un chantier qui va certainement être ouvert, comme le disait le professeur Félix Zogo il y a quelques instants. Mais qu'en est-il des autres chantiers? Que doit encore faire le Cameroun pour être fin prêt? La question, nous l'avons posée aux journalistes. La réponse dans la rubrique édito. On va retrouver nos éditorialistes dans quelques instants. Nous avons rencontré Junior Bignam, Linus Pascal Fouda et bien d'autres qui nous disent ce que le Cameroun doit encore faire pour être prêt en janvier prochain. Cette question, nous l'avons posée, c'est dans la rubrique édito que nous suivons. La rubrique n'est pas prête, on va poursuivre le débat sur ce plateau. Alors, professeur Félix Zogo, qu'est-ce qui est prêt et qu'est-ce qui reste à parfaire? Commençons par le volet infrastructurel en ce qui concerne le sport, les stades. Qu'est-ce qu'il en est exactement? La régie, je l'espère, va nous permettre d'avoir les éléments d'infographie pour pouvoir appuyer les propos que vous pourriez nous donner, les informations que vous pourriez nous donner. Alors, de ce point de vue, je pense, je vais essayer de puiser dans mes souvenirs de président de la commission communication dans le cadre de la CAN 2019 pour vous donner ces informations. Mes enfants, on a continué de suivre par ailleurs. La CAN demande aux pays organisateurs de mettre à disposition 6 stades de compétition et
18 stades d'entraînement pour l'ensemble de la compétition, parlant des infrastructures sportives. De ce point de vue, on a à Yaoundé le stade Omnisport, Amadou Ahidjo, on a le stade Olembe, on a à Douala le stade de Japoma, on a à Limbé le stade Omnisport pour les stades de compétition uniquement, et Bafoussam le stade Bafoussam Kwekon, et à Garoua le stade Oumdé Adja. Alors à Yaoundé, le stade Omnisport de Yaoundé, comme vous le savez, est prêt. Le stade Olembe a connu un certain nombre de retards. Qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'on en est du côté d'Olembe? Les travaux ont repris. La livraison est attendue au mois de mai. Au mois de mai, donc largement dans les délais. Vous avez suivi toutes les péripéties. Le constructeur a été changé. Il y a un autre qui est en place, mais avec la collaboration du précédent constructeur. Donc, le stade de Lembe est attendu pour le mois de mai 2020. Alors, Jean-Paul Tchomlou, j'imagine, vous qui venez de Douala, vous avez pu vous rendre compte que ces stades sont effectivement prêts, tout au moins pour la ville de Douala? J'ai pas visité les stades, mais je peux vous dire que venant de Douala, qu'au niveau de la route, il y a encore des travaux à faire. Bon, nous sommes au niveau des stades, on n'est pas encore au niveau des voies d'accès. Les stades. Justement, on parlait de cette absence de communication qui permettrait de rassurer. Alors, il y a un moment où vous voyez des images sur Olembe, sur Japoma, après plus rien. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Il serait important justement de repartir là-bas. Pourquoi pas organiser une visite presse pour montrer et rassurer les Camerounais que tout va bien? Alors, au niveau des hôtels, professeur Félix Sogo? Oui, pour finir, si vous permettez, au niveau donc de ces stades, effectivement, bon, on sait que Limbé est prêt depuis la Coupe, la CAN féminine 2016. Bafoussam Kwekon, c'est finalisé. Garoua également. Et je conviens avec Jean-Claude que, il faudrait effectivement accentuer la communication autour de ces infrastructures au fur et à mesure qu'elles se finalisent. On saurait par exemple qu'aujourd'hui on est à plus de 25 stades d'entraînement qui sont prêts, mais les gens ne le savent pas. Il faut donc effectivement le faire. C'est-à-dire que sur chaque site, actuellement, le Cameroun a mis 5 stades, a mis à disposition 5 stades d'entraînement. Parfois 6. Sur Yaoundé, il y en a 6, ce qui est normal pour Yaoundé, parce que Yaoundé a 2 poules. 2 poules, mais pour Douala, il y en a 6. Et ensuite, Limbé, il y en a 5 au lieu de 3. Et également Bafoussam. Bafoussam a même, on peut dire, un deuxième stade de compétition, parce que le stade de Toket est pratiquement un stade de compétition. Bref, sur les stades, nous pensons que c'est le domaine ou le secteur, si vous préférez, où il y a le moins de problèmes possibles. Tout à l'heure, Jean-Claude parlait des voies d'accès, peut-être que vous avez réservé une rubrique à cela, mais vous me posiez la question sur les hôtels. Sur les hôtels, Sur les hôtels. Alors oui, sur les hôtels, Yaoundé, Douala, n'ont naturellement pas de problème. Je voudrais simplement rappeler, pour que vos téléspectateurs en soient imprégnés, c'est que les critères de la CAF sont de 2 ordres. D'abord, le nombre de chambres réservées aux équipes et à leurs délégations, 12 chambres, puisque les joueurs sont obligés de dormir 2 par chambre, 12 chambres, plus 7 chambres pour les membres de la délégation. Avis donc aux délégations pléthoriques. Parce que, donc 21 CAF... chambres, 21 Voilà, alors maintenant, si vous allez au-delà, c'est à vous de voir. Alors dites-nous, parlant des chambres, où est-ce qu'on en est avec la ville de Garoua? Alors, la ville... Les hôtels, l'hôtel La Bénoué et l'hôtel de 70 chambres qui était également... Oui, alors la ville de Garoua, il y a donc cet hôtel de 70 chambres que certains ont voulu baptiser hôtel des sports. Enfin, il n'est pas baptisé encore, mais on l'appelle comme ça. Pourquoi? Parce qu'il se situe juste à l'entrée du stade Oumdé Adja. Il est achevé, complètement achevé. Il est opérationnel, fonctionnel. L'hôtel Bénoué a connu quelques petits soucis qui ont fait en sorte qu'on change d'entreprise. Une entreprise qui était là, on estimait que les travaux ne se déroulaient pas tout à fait comme on le souhaitait. Et depuis que ces travaux ont été confiés à une autre entreprise, pour ne pas la citer, l'entreprise qui s'est occupée du stade. À l'heure où je vous parle, c'est pratiquement cet hôtel, autant pour moi, qui fait à peu près 120 chambres, est pratiquement en train d'être achevé. Il y a 2 autres hôtels, vous comprendrez que pour des raisons de publicité, je n'en cite pas les noms ici. Et donc, Garoua est en passe
même pour le CHAN, et en plus de ça, pour la CAN, de régler tous ces problèmes d'hébergement. Idem pour Bafoussam. Idem pour Bafoussam. Alors, Bafoussam, il a été dit à un moment donné que certains hôtels étaient très loin de la ville de Bafoussam. Ce sont des sites charmants, tellement charmants que la CAF a choisi de s'installer parmi l'un d'entre eux. Il y en a 2 comme ça, qui sont extraordinaires. Quand vous y êtes, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes au Cameroun, mais à l'intérieur de la ville de Bafoussam elle-même, il y a, n'est-ce pas, des hôtels, 2, qui sont prévus pour pouvoir accueillir les délégations et bien d'autres. Et bien d'autres. Maintenant, ce que dit le cahier de charges, c'est que ces hôtels doivent être des hôtels de classe 4 étoiles. C'est entendu. Voilà. Nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour écouter les journalistes. Que doit faire le Cameroun pour être fin presse? La question que nous leur avons posée dans la rubrique édito. Perdre 6 mois, c'est irresponsable parce qu'en saison de pluie, en juin, juillet, il pleut. Il n'y a jamais de tsunami au Cameroun. Cela voudrait-il dire que ces stades qui coûtent plus de 300 milliards de francs ne sont pas susceptibles de supporter une période de pluie? Ça, c'est un autre sujet. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a plus de doute. Le gouvernement camerounais s'est engagé et a renouvelé cet engagement avec la dernière visite de la CAF. Il faudrait que les travaux qui sont en cours, qui sont quasiment achevés, soient peaufinés rapidement. Parce que là, les délais ont été raccourcis. Nous sommes à 1 an de la CAN 2021. Il y a 3 principales conditions à satisfaire. Elles sont au niveau infrastructurel, toutes. Les infrastructures sportives, les infrastructures hospitalières, les infrastructures hôtelières et bien sûr accessoirement les voies de communication. Le Cameroun aujourd'hui a 5 stades qui sont prêts pour le CHAN où il n'en faut que 4. Donc il faudrait tout au plus s'assurer qu'une infrastructure supplémentaire est prête pour atteindre le cap de 6 stades exigés pour une CAN. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça veut dire que dans 6 mois, si on n'est pas prêt, la CAF vous dira que comme c'est le Cameroun qui a demandé qu'on rentre de 6 mois et qu'ils ne sont pas prêts, on croyait que les leçons du premier retrait allaient servir à nos autorités. Rien n'a été fait. Qu'on parle encore aujourd'hui de stades non achevés, de ceci ou de cela, chercher les responsables. Le Cameroun s'est doté d'une quarantaine de pelouses, ce qui est rare en Afrique. Je peux en parler pour avoir plusieurs fois couvert ce camp ailleurs. En termes de 7 stades de compétition et une trentaine de terrains d'entraînement, tout aussi près. Donc il faut accélérer les travaux à ce niveau-là et les achever. Il y a également lieu d'espérer, avec les décisions prises récemment par les autorités camerounaises, notamment dans la réattribution de certains marchés, que les entrepreneurs retenus seront plus diligents dans la livraison des travaux. Le Cameroun dispose aujourd'hui, dans chacun des sites retenus, Limbe, Boya, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, de structures hospitalières qui ont peut-être pour certaines besoin d'avoir un plateau technique relevé et mis aux normes. Il est hors de question que ces travaux ne soient pas achevés. Et vous connaissez donc nos lenteurs administratives, les égos surdimensionnés. Qu'on mette chacun à sa place, il y a des intelligents dans ce pays. C'est dommage. Contrairement à d'autres pays, je sais que les stades seront pleins. Il y aura de l'ambiance au Cameroun, mais il faudrait qu'il y ait du répondant du côté de l'équipe du Cameroun. On ne peut pas prévoir qui va gagner, mais il faut faire bonne figure. Il y a un aspect qui peut paraître subsidiaire aux yeux de tout le monde, mais qui est important au niveau du cahier des charges, c'est la production télé. Elle est extrêmement onéreuse, mais il est également important, notamment pour le diffuseur hôte qui est la CRTV, de s'assurer qu'elle aura non seulement du point de vue technique la capacité de répondre aux demandes qui seront formulées, du moins en partie, pour couvrir 1, 2 ou 3 sites, mais également s'assurer que cette occasion qu'est la CAN ait une possibilité de transfert de compétences. Alors,
professeur Félix Ezogo, je voudrais que vous parliez de cet aspect que vient d'évoquer Junior Bignama à la fin de son propos, qui concerne la production du signal par la CRTV. Oui, on n'en parle pas, à mon avis, suffisamment. Alors que, au-delà des infrastructures, il en faut pour pouvoir organiser au plan matériel l'événement. Mais le plus important pour la CAF et pour la grande population sportive mondiale, eh bien, c'est la communication. Il faut produire un signal qui réponde aux critères, aux standards mondiaux de diffusion. Pour cela, un cahier de charges était dicté par la CAF. Et lorsque la télévision publique haute souhaite le faire elle-même, eh bien, il faudrait qu'elle se mette à hauteur. Et pour cela, le Cameroun s'est porté candidat. Des conditions sont fixées et il faut pouvoir y répondre. C'est l'effort que la CRTV et le gouvernement sont en train de faire en ce moment, avec le passage de 16 à 24 équipes. Les exigences sont exacerbées. On a aujourd'hui besoin de 6 équipes, de 6 régies mobiles par stade, et par régie mobile, même la CAF a accru les formats. Il faudrait des régies mobiles de 20 caméras plus 2, et pas seulement les caméras, mais toutes les autres commodités techniques, notamment les ralentis, etc. Donc, aujourd'hui, le gouvernement a pris la question à bras-le-corps en ce qui concerne l'acquisition de ces équipements. On va faire les premiers tests grandeur nature avec le CHAN sur 4 sites, mais nous n'évacuons pas la possibilité de voir avec la CAF. Et d'ailleurs, elle a demandé, quand elle était ici, si jamais les moyens du Cameroun s'avéraient insuffisants en quantité, mais davantage en qualité, que nous n'hésitions pas à faire appel à la CAF pour pouvoir le compléter, parce qu'elle sera très, très exigeante sur les conditions de qualité. C'est entendu. Alors, je voudrais que nous continuions à parler de ces chantiers de la CAN. Je voudrais que nous parlions maintenant des voies d'accès. Jean-Paul Tchondou, vous disiez que vous veniez de Douala et que vous avez eu le sentiment qu'en ce qui concerne les voies d'accès, ce n'est pas totalement ça. Oui, il y a encore beaucoup de travaux. Que vous veniez de Yaoundé pour accéder à Japoma ou que vous veniez de Douala, c'est encore plus compliqué. Donc, il faut que ces travaux soient accélérés pour permettre une fluidité au niveau de la circulation. Ce sont tous ces éléments qui amènent les gens à douter de notre capacité à accueillir la CAN. Et il est donc important que les pouvoirs publics, en tout cas charge de l'organisation de la CAN, puisse prendre toutes les dispositions pour améliorer la communication. Il ne faut pas rester sur le... On a le défi d'organiser la CAN, mais on a aussi un défi de rentabilité, on a un défi de vendre l'image du Cameroun. Et ce chantier-là n'a pas encore été entamé. Et avec 6 mois d'anticipation sur la CAN, on se pose la question de à quel moment on va engager le chantier de vendre la CAN sur le plan marketing, au niveau du ministère du Tourisme, au niveau de la culture. Il est important que ce chantier soit également engagé. Alors, parlant des voies d'accès, le cahier de charges de la CAF stipule que les voies d'accès obligatoires, ce sont celles qui conduisent au stade de compétition, au stade d'entraînement, dans les hôtels et également dans les hôpitaux. C'est bien cela, professeur? Oui, et les stades aussi. Oui. Et les stades également, les stades de compétition. Alors, moi, j'ai quand même un problème. La CAF dit également qu'au-delà de 200 km, le transportement se fait par avion. Nous avons, c'est vrai, des aéroports dans toutes ces villes-là, ce qui est déjà une bonne chose. Mais après, comment on fait, connaissant la flotte actuelle de la compagnie nationale? Oui, alors, à l'exception d'ailleurs de Limbé, Limbé-Boya, qui ne sont pas dotés d'aéroports, mais qui sont largement à moins de 200 km de Douala, qui a un aéroport international. Donc, le critère, effectivement, d'Iriman, c'est l'aéroport. Un aéroport qui répond aux critères généralement admis par l'aéronautique, par les autorités aéronautiques internationales. Mais vous posez là la question de savoir, mais comment on fait pour pouvoir amener les gens d'une ville à l'autre, d'un site à l'autre? Alors, effectivement, vous évoquez la situation de notre compagnie nationale, dont la flotte aujourd'hui ne permet pas d'être toujours présente sur tous les
tous les points du territoire. Mais je pense que c'est un problème qui a une solution technique. Lorsque la compagnie ne peut pas desservir à l'intérieur, eh bien, elle fait appel à d'autres compagnies et à fret. On peut même aussi, de manière directe, accorder des dérogations pour permettre aux compagnies de desservir, compagnies étrangères de desservir directement ces aéroports. Donc, les solutions techniques et administratives existent. Mais vous savez, même sans cela, même lorsque la compagnie nationale dispose de moyens, vous avez des délégations qui refusent de voyager à l'intérieur des compagnies nationales pour des raisons, vous comprenez. Alors ça, c'est pour les équipes, mais qu'en est-il des Camerounais ordinaires? Moi, je vis à Ngaoundéré, j'aimerais bien aller regarder des matchs à Garoua. Je fais comment pour rallier Garoua? Je fais comment pour rallier Bafoussam, sachant qu'après Tonga, ce n'est pas exactement ça. Comment on fait? Ouais, vous posez là une question, j'ai envie de dire compliquée, parce que j'ai été au nord, j'ai été à Garoua dernièrement, j'ai des nouvelles de Ngaoundéré, j'étais à l'ouest la semaine dernière. Effectivement, c'est compliqué. Et les Camerounais ont besoin d'être rassurés. Probablement qu'il y a des travaux, Bafoussam est en chantier, la route Douala-Yaoundé est en chantier, mais simplement on n'a pas de visibilité sur l'évolution des travaux. Le ministre des Travaux publics est arrivé il y a quelques mois, et puis il a disparu. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement de la République, chaque fois qu'il y a un projet important, d'y associer des professionnels dont c'est le métier de communiquer. Écoutez, si les Camerounais avaient des petits films ou des petites informations de temps en temps, ils ne se poseraient pas de toutes ces questions. Je voudrais que nous restions sur cet aspect-là. Vous parlez des films, sachant par exemple que le Cameroun est présenté à l'extérieur comme un pays en guerre. Il y a également un chantier à ce niveau-là. Il faudrait communiquer autour du Cameroun pour que les gens aient envie de venir chez nous. Effectivement, la CAN va au-delà du Cameroun. Vous posiez la question de savoir comment les Camerounais vont venir. Il faut se demander comment les autres nations vont venir à partir du moment où nous avons l'image à l'extérieur d'un pays qui a quelques problèmes au niveau de la sécurité. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on va travailler pour rassurer les supporters, les fans qui vont vouloir suivre leurs équipes de ce que le Cameroun est un pays qui est en sécurité? Si ce chantier n'est pas abordé tout de suite comme les autres chantiers, on risque d'avoir une CAN essentiellement avec des spectateurs camerounais. Et ça va poser un problème de rentabilité. Le tourisme camerounais doit profiter de l'opportunité de la CAN pour se développer. Il en est de même de la culture. Donc il y a tellement de chantiers au niveau de la communication. Et le fait qu'on ait ramené la CAN 6 mois avant, j'espère que l'équipe projet ne va plus travailler comme elle travaille. Parce qu'en fait, avec ce délai qui s'est raccourci, il faut changer au minimum de méthodologie de travail. Alors, professeur Félix Sissoko, il faut de là vendre l'image du Cameroun. Oui, c'est à l'extérieur. Oui, c'est une grande opportunité. Non, mais bien sûr que c'est une préoccupation centrale aujourd'hui. Je le disais au début de ma prise de parole, si nous ne saisissons pas cette opportunité, eh bien, on devra se mordre les doigts. Mais nous allons la saisir. Et je voudrais rassurer Jean-Claude que la question est prise très au sérieux. Très au sérieux, et nous sommes évidemment conscients de cette question de délai. Nous avons, au-delà des opérateurs nationaux qui diffusent, la nécessité de travailler d'abord sur les stratégies, parce que ce qui est diffusé est en bout de chaîne. En réalité, tout est déjà fait quand on va diffuser. Il faut une stratégie, et à cette stratégie, à la table de son élaboration, il faut faire appel à des gens qui ont autre chose à faire que de l'administration et qui ne travaillent que sur ça pour que nous puissions nous joindre, nous mettre ensemble et très rapidement voir comment on adresse cette question. Je voudrais simplement donner l'assurance que dans les semaines qui suivent, eh bien, les professionnels seront appelés à se joindre. J'espère que Jean-Paul Tchomdo a pris bonne note, donc il attend. Voilà, en tout cas, Jean-Claude a de bonnes raisons. Voilà, j'allais dire que Jean-Claude a de bonnes raisons. Nous voulons dire simplement que les professionnels du marketing et de la communication au Cameroun sont prêts. C'est notre pays, nous avons la volonté que cette CAN réussisse, mais nous avons surtout
la volonté que cette CAN permette au Cameroun d'engranger des bénéfices, que ce soit sur le plan sportif, d'accord, mais sur le plan économique aussi. Et ça, c'est très important. Il y a des entreprises surtout sur le plan de l'image, parce que sur le plan économique, c'est à voir quand même. Oui, d'accord, sur le plan de l'image, mais sur le plan économique aussi, parce qu'il y a des entreprises la CAN ne va pas venir résoudre tous nos problèmes. Non, quand je dis sur le plan économique, c'est au niveau des entreprises. On demande bientôt, les dossiers marketing vont forcément circuler, on va solliciter les entreprises pour qu'elles investissent, mais alors, le retour sur investissement, qui va le garantir? Alors, je voudrais juste pour finir, professeur, que nous parlions quand même d'un volet qui est assez important, c'est celui de la santé. Que prévoit le cahier de charges au niveau de la santé? Et qu'est-ce qui est déjà fait par le Cameroun? Alors, c'est important de s'intéresser à la santé d'abord pour les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les joueurs qui sont exposés à des incidents ou des accidents, des blessures lors de leur travail, les entraînements, les matchs, mais aussi pour ces étrangers qui viennent ici, et même pour nous-mêmes, les Camerounais. Alors, on parle d'un hôpital qui dispose d'un équipement IRM, par exemple? Oui, minimal. Minimal, les plateaux techniques, en dehors de ce qu'il faut on va dire, de basique pour un plateau technique. La CAF exige qu'il y ait pour chaque site et hôpitaux retenus, 2 hôpitaux au moins par site. Il faudrait qu'ils soient équipés d'une IRM. Alors, c'est une technique d'imagerie la plus avancée qu'on ait. Et qu'en est-il des ambulances? Alors, les ambulances médicalisées. Il faut absolument des ambulances médicalisées. Ça veut dire qui permettraient à des médecins d'intervenir à l'intérieur de l'ambulance, y compris par des opérations chirurgicales. Il en faudrait au moins une par hôtel abritant une équipe. Pour les hôtels abritant 2 équipes, il en faudrait 2, dédiées à chaque délégation. Il en faudrait une à chaque séance d'entraînement. Il en faudrait 2 à chaque fois qu'un match se déroule. Alors, ça fait un nombre considérable. Et où est-ce que nous, on en est? Mais je pense que cette question, à l'heure qu'il est, a déjà été, je dirais, réglée au niveau des commandes. Donc, pour celles qui n'étaient pas disponibles, il y avait déjà des ambulances médicalisées au Cameroun, mais en nombre insuffisant pour couvrir les exigences de la CAF. Ces commandes ont été faites. D'ailleurs, si vous me permettez, c'est pour cela qu'on est étonné parfois lorsque certains veulent traîner l'opinion publique vers l'idée que il y a des gaspillages. Non, il n'y a pas de gaspillage. Si on prend des ambulances médicalisées, eh bien c'est parce qu'il y a cette exigence. Une ambulance médicalisée qui est basée à Yaoundé, le temps qu'elle a à intervenir à Douala, on a le temps, n'est-ce pas, de voir partir la personne. Donc, il faut autant d'ambulances médicalisées qu'exige la CAF. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des pertes, puisque après la CAN, eh bien, ces ambulances resteront au Cameroun. Voilà donc les exigences. Alors pour les hôpitaux, à chaque fois pour les chefs-lieux des régions, l'hôpital régional est rénové en conséquence, mais il y a également des hôpitaux de référence qui ont été construits dans le cadre du Planut. Il y a celui de Garoua, par exemple, qui est pratiquement achevé à l'heure qu'il est, celui de Bafoussam également, et naturellement pour Douala et pour Yaoundé, alors les hôpitaux existants. Oui, juste pour finir, avant la CAN, il y a le CHAN qui va être pour le Cameroun un galop d'essai. Oui. Le CHAN a lieu, je pense, en avril. Absolument. 6 mois de la coupe de la CAN elle-même. J'espère parce que puisqu'on n'a pas beaucoup d'infos dessus, j'espère que l'équipe projet est prête et qu'elle va permettre au Cameroun de se déployer, de montrer ce qu'il sait faire. Je voudrais comme ça dire que le prof a répondu à vos questions, mais il ne sera pas sur tous les plateaux télé. Une fois que nous sommes sortis d'ici, qui répond? Et donc, je voulais dire que le minimum aujourd'hui, en 2020, c'est de mettre en place... Le COCAN a également un porte-parole. Porte-parole, oui, mais le porte-parole, il ne répond pas 24 sur 24. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des outils modernes. Si l'Association camerounaise des professionnels du marketing et de la communication avait été consultée, on aurait pu dire qu'il y a des jeunes Camerounais compétents, capables de faire une application pour permettre au COCAN d'être présent. Vous parliez des stades, vous parliez des routes. Une application qui ne coûte pas des millions permettrait aujourd'hui aux Camerounais et à n'importe qui dans le monde de se balader au Cameroun sur des sites potentiels qui pourraient accueillir la CAN. Toutes les données que le professeur Zogo vient de
de rester, aurait pu être intégré là-dedans. Aujourd'hui, il y a du data journalism. Ce sont des chiffres. Alors, le Cameroun, aujourd'hui, 25 stades prêts, 12 stades d'entraînement, 30 ambulances médicalisées, 30 stades... 6 stades de compétition. En un clic, on a toutes les informations. Exactement, on a toutes ces informations et on est plus rassuré. Donc, d'où mon insistance pour que ceux qui nous écoutent prennent la décision ou les décisions d'intégrer, de faire appel aux professionnels qui ne demandent qu'à travailler. Voilà. Messieurs, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour revisiter l'actualité de la semaine. C'est dans la revue de presse que signe Daniel Menanga. CAN 2021, ce sera du 9 janvier au 6 février au Cameroun. C'est la nouvelle de la semaine. Cameroun Tribune porte en triomphe l'apothéose des 3 jours de visite de la délégation de la Confédération africaine de football au Cameroun sous la conduite de son président Ahmad Ahmad. Le jour voit en cet épisode CAF Cameroun un autre glissement de date pour des raisons météorologiques cette fois. La période de juin-juillet coïncidant au Cameroun avec celle des pluies. 2021, la CAN des glissements avance mutation qui sent la pression remonter sur le Cameroun. Entre les lignes, le pays hôte obligé de livrer tous ses chantiers en juin prochain, c'est-à-dire, explique le journal, 6 mois avant le début de la compétition. Et le messager relaie certaines indiscrétions en évoquant l'hypothèse d'une co-organisation de la CAN 2021. Proposition bottée en touche par le gouvernement, révèle le journal de Feu Pius Ndjawe. Retour sur le plateau de Scène de Presse. 2 invités avec moi sur ce plateau. Le professeur Claude Abbé, qui est sociologue. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Lucrèce, et merci pour l'invitation. Bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs. En face de vous, Armand Soué, qui est ancien proviseur du lycée de Mbankomo, mais de bien plus de lycées que cela. Parce que vous êtes enseignant de formation, mais vous avez fait le tour de plusieurs lycées comme proviseur, comme censeur, comme surveillant général, comme censeur et puis comme proviseur. C'est bien cela. C'est ça. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, Madame Lucrèce. Merci de l'invitation. Alors, assassinat d'un enseignant, agression d'élèves, trafic de drogue et de stupéfiants, pornographie, pas un mois sans que les établissements scolaires ne défraient la chronique. Armand Soué, vous qui avez passé une grande partie de votre vie dans les établissements scolaires, dites-nous, l'école est-elle devenue un endroit dangereux? Ce qui est surprenant, c'est que on a l'impression que c'est aujourd'hui que nous vivons ces choses-là. Il y a bien longtemps, c'était prévisible, je crois. C'était prévisible dans la mesure où tous les textes, les lois, les décrets, les circulaires qui ont été promulgués, votés, ont été violés, ont été piétinés, ont été foulés aux pieds. Il n'est donc pas surprenant pour moi de voir, n'est-ce pas, ce qui se passe aujourd'hui. Alors, quels sont les décrets qui ont été foulés aux pieds et qui pourraient expliquer cette violence dans les établissements scolaires? Je prends la loi 98 d'orientation de l'éducation. Cette loi stipule que l'éducation est la priorité des priorités, que l'enseignant est le garant de la qualité de l'éducation, et à ce titre, il a droit à des conditions de vie, de travail, à condition que, n'est-ce pas, l'État ait les moyens. À partir de là, la condition que l'État ait les moyens, or l'État dit, nous sommes très nombreux. Et comme nous sommes très nombreux, il n'a pas les moyens. On a le décret d'application sur le profil de carrière. Nous avons, n'est-ce pas, dit que ce décret a été révolutionnaire. Malheureusement, tout ce qui a été prévu, soit ça a été donné par dose homothétique, soit rien n'a été fait. Et naturellement, les enseignants
qui sont donc le garant de la qualité de l'éducation, ces enseignants, ils sont dévalorisés, ils sont démotivés. Et la conclusion, c'est que il n'y a pas d'école au Cameroun. C'est la non-école. La non-école, c'est les effectifs pléthoriques. Or, le seuil en pédagogie scientifique, le seuil de ration maître-élève, c'est 60 élèves. Lorsque ce seuil est dépassé, pratiquement, il n'y a plus d'école. On bavarde, on liquide, on perd le temps. Donc, soit à l'élève, soit aux parents, soit à l'État, on perd le temps, on n'enseigne pas. Il y a la corruption qui est généralisée dans tous les établissements scolaires. Il y a le monnayage des places, des affectations. Il y a le culte, le faux qui est installé. Tout cela, c'est un cocktail Molotov qui prédisposait justement à cette situation que nous vivons aujourd'hui. Alors, professeur Claude Abbé, comme semble le dire Armand Soué, c'est cette dérive que l'on observe aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a vu venir progressivement. Ça s'est fait au vu et au su de tous. Oui, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de spontané, c'est d'autant plus qu'il s'agit d'un professionnel qui vous rend compte de ce qu'il a observé sur le terrain. Mais il faut globalement le dire, la situation d'ensauvagement de l'école que l'on connaît aujourd'hui. Je ne suis pas dur en parlant d'ensauvagement. Est une situation qui ne peut pas être limitée uniquement au terrain propre de l'école. Parce qu'en réalité, l'école vit dans un environnement et dans un contexte qui l'influence. C'est une école d'une société. Alors, oui, professeur, justement, dans ce sens-là, ce que moi je voudrais comprendre, Monsieur Armand Soué a évoqué un certain nombre de faits, des choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites, ou alors qui ont été faites à moitié. Est-ce que cela peut expliquer qu'aujourd'hui, qu'on retrouve dans les cartables des élèves des armes blanches à côté des Assurément, livres? assurément en partie. Est-ce que ça peut expliquer qu'il y ait des rixes dans les salles de classe, qu'il y ait autant de violence, c'est l'une des qu'il y ait des morts? C'est l'une des clés de compréhension. Parce qu'à partir du moment où vous avez le personnel qui est professionnel de l'éducation, qui en réalité est démotivé, tel qu'il l'indique, où on est en face d'effectifs pléthoriques, même les questions de discipline, qui peuvent faire en sorte que l'on arrive à avoir des campus scolaires qui sont véritablement engagés dans le sens de lutter contre les phénomènes de violence. Ça devient une possibilité de permissivité de cette école-là. Et quand on voit également un élément qu'il évoquait, cette question de corruption et de monnayage des places au niveau des écoles ou des lycées et collèges, on va constater une réalité, c'est qu'aujourd'hui, même quand un élève aurait un bulletin de notes qui indique qu'il a été renvoyé l'année antérieure dans un autre établissement pour des raisons de discipline, moyennant la somme d'argent qu'il a donnée, il se retrouve dans le campus universitaire. Qu'il a donné à qui? Qu'il a donné à ceux-là, aux responsables, malheureusement. C'est la clochardisation de l'enseignant l'expose à un certain nombre de choses qui, au fond, font en sorte que l'école perde la logique qui est la sienne. Mais ça ne peut pas être la seule explication, comme j'étais en train de l'indiquer. Que cette école la vit en réalité dans un environnement qui lui-même est devenu très violent. Il est devenu très violent. Quand vous regardez le rapport que les uns et les autres ont vis-à-vis des institutions aujourd'hui, il y a une désacralisation des institutions qui fait en sorte que, au fond, l'école en tant qu'institution ne peut que le subir. Vous avez vu les ambassades qui ont été vendangées à un moment donné dans un certain nombre de nos représentations diplomatiques. Vous voyez les insultes dont sont au quotidien les enseignants dans les réseaux sociaux et tout le reste. Tout cela contribue à désacraliser l'enseignant et à l'exposer
à une situation d'agressivité qui fait que cela peut arriver. J'ajouterai un autre élément, c'est-à-dire quand vous regardez nous autres parents aujourd'hui, que nous savons bien avec réalité qu'un certain nombre de nos enfants ont reçu une éducation qui est plutôt approximative, ou du moins l'éducation a été laissée à la merci de la rue ou des chaînes satellitaires, empruntant tous ces éléments de violence et ramenant dans les campus scolaires. Il est tout à fait normal que, avec tout ce complexe d'éléments-là, l'école devient plutôt un théâtre de violence. Alors vous dites que l'école devienne. Alors je voudrais savoir, à chaque génération se plaît à dire qu'avant c'était bien. Par rapport à la violence actuelle dans nos établissements, quelle est la ligne de fracture? À quel moment il y a eu basculement, Armand Soye? Je crois, pour ma part, que je ne voudrais pas accuser les parents d'être irresponsables. Mais je voudrais insister là-dessus pour montrer que les parents n'ont plus le temps pour s'occuper de leurs enfants. Et l'enfant laissé à lui-même, il trouve donc des voies soit de facilité, soit des voies d'obscénité, comme le culte du sexe, le culte du sexe, le culte de l'alcool, de la drogue, etc. Donc l'enfant crée ses propres valeurs, puisque le parent n'est plus là. Et généralement, ce que font les parents, ils donnent l'argent aux enfants, pensant que l'argent résout tous les problèmes. Or, il s'avère qu'il y a un déficit d'amour. L'enfant a besoin de se sentir aimé. L'enfant a besoin de se sentir valorisé. Or, nous ne le faisons pas. Nous donnons, nous satisfaisons à tous les caprices, n'est-ce pas, des enfants, alors qu'il faudrait apprendre à l'enfant que rien ne s'obtient dans la vie sans effort. Rien ne s'obtient dans la vie sans sacrifice, sans mérite. Et nous cultivons donc, n'est-ce pas, ces voies de facilité. Et naturellement, les enfants, n'est-ce pas, nous voyons donc ce qui se passe. C'est en partie lié à la démission, n'est-ce pas, des parents devant leurs responsabilités. Parce que ce que nous observons, c'est la maman qui commence à la maison à éduquer, n'est-ce pas, l'enfant. Si il n'y a pas d'éducation à la base, naturellement, tous ces phénomènes que nous observons, n'est-ce pas, ils vont se produire. Alors, il y a les parents, il y a également les enseignants, il y a l'État, il y a les élèves, il y a les médias également. Professeur Claude Abbé, qui n'a pas fait son travail dans cette ligne? Qui d'autre n'a pas fait son travail? On a déjà parlé des parents, mais qui d'autre n'a pas fait son travail? Et qui d'autre n'a pas fait son travail? Il y a que notre école même, au niveau de ses offres de formation, il ne faut pas oublier que l'école, en réalité, a deux missions. Il s'agit de donner, d'une part, l'instruction, mais aussi de former un modèle d'homme. Ça veut dire qu'en réalité, l'école même a échoué à former le modèle d'homme dont la société camerounaise a en réalité besoin. Si aujourd'hui, c'est plutôt des criminels en face desquels on se retrouve, ça veut dire que l'école a elle-même échoué. Et que de ce point de vue, il faut aujourd'hui repenser notre école, lui redonner un certain nombre d'éléments en termes de valeurs à construire pour le modèle de Camerounais dont on a besoin. Parce qu'au fond, cet enfant qui peut se retrouver dans un campus scolaire comme s'il était dans une jungle. J'ai vu un certain nombre de reportages, que ce soit au niveau de votre chaîne ou dans des chaînes concurrentes, où vous vous rendez compte que aujourd'hui, les campus scolaires sont devenus en réalité de véritables caves d'Ali Baba, où on voit des gens avec des armes blanches. Justement, j'espère que la régie va nous permettre de voir ces images. Vous voyez dans un cartable, dans le sac d'un élève, toutes ces armes blanches, tous ces couteaux qu'on retrouve dans le cartable d'un élève. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Comment ces armes blanches ont pu entrer dans ces écoles? Où étaient les surveillants de secteur? Où étaient les vigiles? Où étaient... Il va sans le dire que je ne voudrais pas exonérer le personnel d'encadrement dans les campus scolaires.
Mais quand vous regardez les effectifs pléthoriques, particulièrement dans les établissements publics qu'on rencontre aujourd'hui, je puis vous dire que même avec toute la volonté du monde, il devient tout à fait difficile, humainement, d'arriver à gérer cette situation-là et à regarder l'ensemble. Surtout que aujourd'hui, peut-être un peu plus qu'hier, les élèves ont développé de fortes capacités à passer par devers les mailles des dispositifs de discipline. À telle enseigne que on s'est très très vite retrouvé dans des campus avec un arsenal de guerre tel que ce qui est très facilement utilisé à d'autres fins, transformant l'école en ce qu'elle n'aurait jamais dû être. Alors Armand, lorsque vous voyez ces images, qu'est-ce que ça suscite en vous comme commentaire? Déjà qu'ils font froid d'eau. Ils font froid d'eau. Et cet arsenal de guerre, on est dans une école, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas à l'école. Et le professeur Abbé venait d'évoquer tantôt cet aspect-là. Parce que lorsqu'on dit école, c'est un milieu où l'enfant doit s'épanouir. Or, si vous regardez, vous faites la comparaison entre l'école, le lycée Leclerc, qui est de la période coloniale, vous faites la comparaison avec les écoles japonaises, ou bien le lycée technique de Douala, au Canada, et ces boîtes de sardines que nous avons, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'école. L'enfant ne peut pas s'épanouir. Il n'y a aucun terrain de football, il n'y a aucun gymnase, il n'y a pratiquement... Il n'y a pas de bibliothèque? Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a rien. Pourtant, il y a des frais qui sont chaque année réservés au niveau du budget de l'établissement pour la bibliothèque. Allez-y savoir ce que ces frais-là deviennent. Alors, les causes que vous venez de relever, Armand Soué, les causes, est-ce que ça ne risque pas de changer du jour au lendemain? Est-ce à dire que c'est la fatalité, on ne peut pas mettre fin à ces dérives? On peut mettre fin. On peut mettre fin. Les Camerounais ont l'habitude de dire Biboya. On va faire comment? Alors, comme on va faire comment? On laisse tomber. Non, il ne faut pas baisser les bras. Pas du tout. Je pense que l'État, par exemple, doit reprendre l'initiative de la création des écoles. Il faut bien que l'État reprenne cette initiative-là. Création des écoles, formation de l'homme. Il faut que l'État reprenne, n'est-ce pas, cela? Et pour que l'État reprenne cela, il faut qu'il change sa gouvernance. Il faut que l'État change sa gouvernance des hommes, sa gouvernance des choses, sa gouvernance de... Parce que vous voyez, on porte un doigt accusateur sur les enseignants. Or, nous constatons que dans ce pays, vous avez une minorité qui ne fait que s'enrichir par la force du décret et une majorité qui ne fait que s'appauvrir. Et vous allez donc demander à un professeur de 15 ans, 20 ans, 30 ans, n'est-ce pas, on va lui parler d'éthique, on va lui parler de morale, alors qu'il voit son élève qu'il a enseigné, n'est-ce pas, qu'il le nargue parce qu'il n'a pas choisi l'enseignement, il a choisi autre chose. Il faut donc que l'État reprenne l'initiative, n'est-ce pas, de tout ça. Et ensuite, les enseignants même. Parce qu'à l'époque, l'enseignant, disons qu'il faisait tout pour l'élève. Parce qu'il pensait qu'il y a un sacerdoce quand on enseigne. Aujourd'hui, parler de sacerdoce à des enseignants, ils vous diront que c'est une idée de moine et de fakir, et que même la religion nourrit son homme, pourquoi pas l'enseignement. Donc, vous voyez, donc, il faut que l'enseignant même sache qu'il appartient à un corps d'élite. Il n'est pas un homme ordinaire. J'ai entendu. Alors, sommes-nous tous coupables de la délinquance juvénile au Cameroun? Joseph Clément Omba esquisse une réponse dans le Zooming du soir. L'incident du lycée de Nkolbison a provoqué une véritable onde de choc au sein de la communauté éducative et scolaire nationale. Jeune enseignant de mathématiques, 26 ans, Frère Zemouli de l'école normale supérieure de Yaoundé, il y a un an seulement, Maurice Ndjoni Tchakounté a vu son existence brisée le mardi 14 janvier 2020. Cet enseignant bourré de talent est passé de vie à trépas, assassiné par la folie meurtrière d'un de ses élèves, transformé en bourreau. Un peu comme échec et maths à l'école. Selon toute vraisemblance, l'élève Brice Bissengosso, 17 ans,
Arrivé en retard au cours, a refusé d'obtempérer aux injonctions de son professeur, lui intimant l'ordre de se coucher à plat ventre ou alors de rester dehors. Sur le tableau noir de cette violence en milieu scolaire, l'on s'interroge sur cette montée en puissance de l'agressivité des élèves. À qui la faute? La question taraude nos esprits et l'on pointe un doigt accusateur sur quelques facteurs externes à l'école. En prime, le manque de suivi adéquat de la part des parents. Pas besoin d'être devin pour constater qu'aujourd'hui, les liens familiaux sont de plus en plus distendus. Les conflits conjugaux entraînent un nombre élevé de divorces. Le manque de relations chaleureuses entre parents et enfants déteint sur la qualité de l'encadrement des enfants, souvent laissés à eux-mêmes, sans éducation à la maison. Impolitesse, agressivité, intolérance, addiction aux médias et aux réseaux sociaux. L'affût des responsabilités des parents est manifeste. Pour des raisons professionnelles, l'éducation des enfants est sacrifiée sur l'autel de l'irresponsabilité parentale. Cette démission abandonne les enfants à la merci de l'éducation que veulent bien leur procurer les personnels domestiques lorsque ces jeunes ne plient pas devant les fourches cornues de mauvaises bandes qui les formatent à la délinquance. À ce manque d'éducation et de suivi des parents se greffent certaines insuffisances dans la formation des enseignants, pas toujours outillés sur la manière de punir ou de corriger un élève. Parmi les facteurs internes au milieu scolaire, l'absence de contrôle rigoureux. Malgré les fouilles systématiques instituées à l'entrée des lycées et collèges, plusieurs objets dangereux, dont des drogues et des armes blanches, réussissent toujours à franchir les mailles du filet. Dans plusieurs de nos établissements, la sécurité n'est pas toujours de mise, du fait de l'absence de clôture. Comment un élève, renvoyé plus d'une fois de certains établissements publics, a-t-il pu se retrouver encore, à 17 ans, en classe de 4e? Moyennant quoi? La question mérite d'être posée. Qu'à cela ne tienne, la problématique de la violence en milieu scolaire, qui certes n'est pas l'apanage du Cameroun, interpelle l'ensemble du corps social, tous certainement coupables d'un encadrement inadéquat d'une jeunesse à mal de repères. Merci Joseph Clément Omba pour cette analyse. Alors, sur ce plateau, une question, on est quand même obligé de constater que la plupart des dérives que l'on a observées ces derniers temps, que ce soit au lycée de Deido, que ce soit dernièrement à Colbison, que ce soit à Obala cette semaine également, que toutes ces dérives-là interviennent dans les établissements publics où on est supposé avoir des enseignants bien formés et bien payés, contrairement aux établissements privés, notamment les établissements confessionnels, où on a de meilleurs résultats. Alors comment comprendre cette contradiction-là? C'est le problème de la différence du modèle institutionnel. Lorsque vous êtes dans les établissements confessionnels, il y a une rigueur qui est véritablement, on ne badine avec rien. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir dans un établissement confessionnel quelqu'un recruter par exemple un élève multi-récidiviste en termes de discipline dans un établissement confessionnel. Ce qui se fait avec allégresse en échange de quelques francs CFA dans les établissements publics. Et puis vous allez voir que la question de la communauté éducative dont on parle de plus en plus est matérialisée dans l'établissement confessionnel. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être parent dans un établissement, je ne citerai pas confessionnel, je ne citerai pas quelques-uns ici, pour des besoins de publicité. Et vous allez vous rendre compte que vous, le parent, vous êtes convoqué, vous êtes un partenaire immédiat de la formation de vos enfants avec le personnel enseignant et encadreur. Ce qui n'est pas la même chose quand vous allez dans les établissements publics. Dans les établissements publics, c'est véritablement pas la même chose. Je voudrais même ajouter, à la suite du professeur Abbé, que les établissements publics ont des APE qui, à l'origine, avaient été créés pour participer à l'épanouissement, n'est-ce pas? Sauf que l'APE, c'est maintenant tout à fait autre chose. A changé, n'est-ce pas? C'est devenu, n'est-ce pas? Ils doivent construire les écoles. Voilà, l'APE. Ils ont transformé, ils ont fait un tour de passe-passe magique. C'est-à-dire des élèves qui ne sont pas membres de l'APE, ils sont les principaux cotisants. Et je voudrais terminer justement en disant qu'il faut
des personnes charismatiques. Il manque énormément, n'est-ce pas, de personnes charismatiques dans les établissements scolaires aujourd'hui. Alors, je voudrais quand même, avant qu'on ne se sépare, la régie me fait de grands gestes de l'autre côté. Est-ce qu'il faut revenir à une éducation plus rude, plus difficile, notamment celle qui a, par exemple, cours dans le système anglophone? D'aucuns pensent même qu'il faut ramener le foie à l'école. C'est votre avis? Peut-être pas une éducation plus rude. Il faut, de toutes les façons, réajuster notre modèle. Le modèle a échoué. Ça, il faut être à mesure de le reconnaître. Il faut le réajuster de manière à tenir compte aujourd'hui de cet élément. Et puis, faire des divers partenaires, vraiment des partenaires qui sont engagés dans l'éducation de l'enfant, de manière à ce que l'enfant soit au centre de la formation et que ce soit véritablement cet enfant-là qu'on dise c'est le Cameroun de demain, donnons-lui les chances, toutes les possibilités pour qu'il arrive à s'en sortir. Il y a les parents, il y a les élèves, mais il y a également les enseignants. Est-ce qu'il ne faut pas revoir également la formation des enseignants au regard du contexte actuel? Naturellement, un enseignant qui cesse d'apprendre, il ne devrait plus enseigner. Et il y a même un autre problème avec les enseignants. C'est qu'on joue à la faveur de la crise de vocation, de la crise de l'emploi. On a assisté à des vocations de crise qui elles-mêmes... On est juste à la recherche du matricule. Oui, on est à la recherche du matricule. Et puis, c'est entendu. On a rarement des enseignants au sens propre de ce terme. C'est entendu. Madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. Merci au professeur Félix Zogo et à monsieur Jean-Paul Tchomdou qui était là dans la première partie de cette édition de Scène de Presse. La presse quitte la scène. On se retrouve dans 3 semaines après le double scrutin du 9 février prochain. À plus tard.